Sur le terrain des expertises qui nécessitent qu'on les explore dans le contexte d'un événement comme le FIC, qui évidemment nous permet de faire connaissance avec l'écosystème de la cybersécurité dans son ensemble, il y a évidemment la gestion de crise. Beaucoup de publications sur ce terme depuis des années. C'est néanmoins une thématique professionnelle qui, eu égard au flot de nouveautés qui nous parviennent, a tendance à être un petit peu oubliée. J'en veux pour preuve le fait que sur la quarantaine des plateaux que nous animons sur cet événement, je n'ai que Jérôme Billois pour en parler, de Solicom. Alors vous voyez, vous avez d'autant plus la pression, mon cher Jérôme. Alors, vous nous avez suggéré un angle tout à fait intéressant pour traiter de ce thème-là, puisque vous avez vous-même proposé le titre RSSI, surprenez vos interlocuteurs. En ce sens que, de votre point de vue, le RSSI n'est pas qu'un RSSI. C'est aussi de facto un communicant. Est-ce que vous pourriez simplement nous dire quels sont les enjeux que vous avez souhaité soulever sur ce thème-là? Alors pour nous, la gestion de crise, c'est clairement quelque chose de crucial parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les incidents ne peuvent pas être évités. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, quel que soit le niveau de protection, on peut toujours avoir des incidents, on peut toujours avoir des fuites de données. L'actualité nous le montre vraiment au quotidien, on voit les incidents qui peuvent se dérouler. Donc c'est clairement quelque chose qui doit être anticipé et anticipé le plus tôt possible. D'autant plus que demain, ces crises pourront prendre, ces crises de fuite d'informations ou de vol d'informations, pourront prendre encore plus d'ampleur. On parle d'évolution réglementaire qui nécessiterait de notifier les clients en cas de fuite de données. Donc on se retrouve face à une situation où on va devoir prévenir les clients qu'on a subi un incident et donc il va falloir en regard gérer les clients et leurs interrogations dans le cadre de ces crises liées au système d'information. Alors, cette gestion de crise est complexifiée par l'évolution du cadre réglementaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les impacts? Alors non pas simplement sur la sécurité, au sens où nous l'avons déjà beaucoup exploré, mais vraiment sur le volet gestion de crise. Tout à fait. Alors là, on va complètement justement sortir de la gestion de crise informatique habituelle. Aujourd'hui, quand vous avez un incident de sécurité, c'est bien souvent géré dans la direction des systèmes d'information et on va gérer ça comme un incident informatique. Demain, on va prévenir les clients de ces incidents. Et donc ça entraîne une mise en cause de l'image de l'entreprise, une mise en cause aussi des entités qui assurent la relation avec les clients. Parce que finalement, alors soit on est obligé de le faire, soit finalement l'incident a été rendu public par divers canaux de révélation. Et bien derrière, les clients vont avoir envie de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre également quels sont les risques pour eux. Donc c'est-à-dire que tous les canaux de communication classiques, je pense aux call centers, aux agences ou encore tout simplement aux sites web, peuvent se retrouver dans une situation où ils vont crouler sous le nombre de contacts, avoir énormément de demandes et donc il faut anticiper cette situation-là. Alors, beaucoup d'actions ont été initiées sur le volet de la continuité du système d'information, mais encore trop peu sur la cybersécurité selon vous. Oui. La majorité des grandes entreprises, là aussi, vous nous le dites de manière un peu provocatrice et on aime bien, ne sont pas prêtes. Alors, vous avez réalisé un bilan pour nous exposer la réalité du terrain. Quelle est-elle ? Tout à fait. Alors on a réalisé un bilan auprès de 15 de nos plus grands clients. Nous, on travaille avec des grandes entreprises dans le top 200 des entreprises françaises. Le bilan, c'est quoi? C'est que plus de 90% ont mis en place des processus de gestion de crise où ils réalisent des exercices réguliers. Donc là, je dirais tout va bien. Par contre, si on creuse, on voit que dans ces processus de gestion de crise, uniquement 2/3 incluent le RSSI et uniquement, et c'est là où c'est peut-être le plus grave, 30% ont réalisé ou ont prévu de réaliser dans l'année des exercices de gestion de crise cybercriminalité. Alors que l'actualité nous le montre, tous les jours, des incidents liés à la cybercriminalité, il y en a. Et donc on a un décalage finalement entre le nombre d'incidents qu'on observe sur le terrain et quelque part le degré de préparation et d'anticipation qu'on peut observer dans les grandes entreprises, en tout cas en France aujourd'hui. Alors concrètement, quelles sont les actions qui sont requises pour se préparer? Alors c'est assez simple, on parle beaucoup de gestion de crise, on imagine des processus compliqués, etc. Pas forcément. Je pense que, et c'est justement ce qu'on essaye de passer dans les messages qu'on fait, c'est que les premières actions autour de la gestion de crise, c'est quelque chose de très simple où il s'agit de surprendre les interlocuteurs.
Il suffit d'organiser une première... la justification du titre de votre voilà, intervention. surprenez vos interlocuteurs. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met dans la salle un certain nombre d'interlocuteurs, le directeur des systèmes d'information, pourquoi pas le secrétaire général, quelqu'un du juridique, quelqu'un de la communication. Et là, sans avoir préparé avec eux le processus, on leur dit voilà ce qui peut nous arriver demain. Notre site web peut être piraté, nos données peuvent être volées, révélées sur la place publique, et voilà les conséquences que ça peut avoir. Et donc là, finalement, on utilise des cas concrets, des cas de ce qui s'est déjà passé chez des concurrents ou dans d'autres secteurs d'activité proches. Et là, souvent, on voit un effet de surprise chez les interlocuteurs qui leur fait se dire « mais comment moi, je réagirais? C'est ma responsabilité en tant que responsable de la communication, du juridique, de la DSI de réagir. Eh bien, je ne sais pas comment je réagirais. » Et c'est un excellent exercice qui permet de mobiliser simplement les interlocuteurs dans l'entreprise. Alors, l'entreprise, vous venez de le souligner, l'entreprise au sens où cette gestion de projet, cette gestion de crise va nécessiter d'impliquer un certain nombre de fonctions pour gagner d'abord en puissance, en efficacité dans la communication qui est requise en temps de crise, enfin dans une phase de gestion de crise évidemment du système d'information. Alors, qui est impliqué et comment se passe comment se gère une crise de type attaque ciblée, large, vous savez, du type de celle qui défraie la chronique. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des crises qui peuvent être assez simples, qui sont juste des crises de sécurité liées au système d'information qu'on peut gérer en interne. Il y a les crises que j'évoquais qui sont celles où on va finalement avoir un impact sur la relation client. Et c'est celles-là qui aujourd'hui doivent être le plus préparées. Au-delà de l'exercice de mobilisation que j'évoquais tout à l'heure, il faut vraiment formaliser les différents canaux par lesquels on va finalement contacter les clients, prévoir pour les clients des moyens également de pouvoir creuser le sujet avec l'entreprise. Il y a des statistiques qui montrent qu'en fait à peu près 20% des clients qui auront subi cet incident vont contacter l'entreprise pour une durée qui varie entre 10 et 15 minutes. Donc voilà, si on imagine, comme ce qui s'est encore passé hier en Corée du Sud, un incident qui touche, si mes souvenirs sont bons, plus de 50 millions de personnes, dans des banques, vous imaginez tout de suite l'impact que ça peut avoir sur les canaux de communication. Donc qui est-ce qu'on mobilise? Bien entendu les gens de la communication, parce qu'il va falloir communiquer vers l'extérieur, mais aussi les gens de la relation client. Et aujourd'hui, ces personnes en charge de la relation client, c'est des gens que le RSSI souvent ne connaît peu ou avec qui il n'a encore pas eu d'échanges approfondis. Et donc c'est vraiment une des actions, je pense, à mener sur 2014, c'est cet exercice de crise et puis quelque part d'apprendre à communiquer pour les RSSI, apprendre à communiquer avec ceux qui communiquent vers les clients, qui communiquent vers l'extérieur. C'est un peu une nouvelle facette du métier du RSSI qui doit se déployer dans l'année 2014. Le RSSI devient une sorte de community manager ? Le RSSI peut, en tout cas, doit être en liaison avec les community managers et il doit être aussi son propre community manager dans l'entreprise. Mais là, on change de sujet. Et sachant d'ailleurs qu'en employant ce terme, probablement, je suis encore à côté de la plaque parce que peut-on manager une communauté de 50 millions de clients mécontents ? Ça n'est plus du management de communiquer. Et ça m'amène volontairement sur ce terrain-là, celui de la gestion de la confiance. Vous êtes en train de nous expliquer qu'au travers de ces actes de communication et la manière d'orchestrer l'implication de tous les niveaux de l'entreprise, le RSSI est dépositaire de la valeur confiance de l'entreprise en situation de crise. Alors il n'est pas le seul, bien entendu. Il n'est pas le seul, mais en tout cas, il est acteur, il va être moteur. Voilà, dans le cadre de ces crises-là, qu'est-ce qu'on observe? C'est souvent des cellules de crise décisionnelles qui effectivement vont prendre des décisions qui vont impacter fortement l'image de l'entreprise, et puis des cellules de crise opérationnelles qui, elles, techniquement, vont être en train de réaliser les actions. Donc le RSSI se situe justement à la frontière entre ces deux dimensions. Il doit être capable de suivre ce qui se passe opérationnellement, pourquoi pas de guider les investigations, de guider les recherches techniques qui sont réalisées, et en tout cas de comprendre la teneur, mais aussi, et peut-être surtout, dans son rôle, d'expliquer dans des mots simples, compréhensibles, ce qui s'est passé, quels sont les impacts et ce qu'il faut faire avec la direction générale, avec la direction de la communication, de la relation client. Alors justement, est-ce qu'on peut regarder maintenant les solutions à moyen terme pour s'améliorer? Voilà. Alors les solutions à moyen terme, ça nécessite souvent de faire un bilan de son attractivité vis-à-vis des cybercriminels. Suis-je une société qui attire les cybercriminels? Est-ce que j'ai beaucoup de données à caractère personnel? Est-ce que j'ai beaucoup de données financières? Ce genre de choses. Ça va vous permettre de régler le curseur et finalement de définir quelles vont être vos priorités. Et les priorités, après,
peuvent être des actions tactiques de protection de tel ou tel périmètre métier particulièrement sensible. Imaginons une base de données client, imaginons les systèmes de transactions financières par exemple. Et puis ensuite, de mettre en place une stratégie de protection à large échelle, une protection ciblée sur ces actifs les plus sensibles. Et on va coupler cette protection ciblée avec une détection large de ce qui se passe dans le système d'information pour être capable de surveiller l'intégralité du système d'information et donc de détecter si des attaques pouvaient avoir lieu. Donc c'est vraiment à moyen terme, il faut savoir allier protection ciblée et détection large. C'est ça qui forme vraiment les deux piliers d'une stratégie de cybersécurité aujourd'hui. Alors, pour essayer un petit peu de faire la synthèse de tout ce qui a été dit, si on devait faire quelque chose dans l'année qui vient, puisque le FIC a lieu en janvier, nous sommes au début de l'année. Alors voilà. Est-ce que vous avez une sorte de suggestion méthodologique de début, de commencement, de plan de route? Alors je pense que je dirais deux choses au lieu d'une. La première, c'est bien entendu cette étude d'attractivité. Finalement, moi en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, qu'est-ce que je manipule comme information, qui sont mes concurrents, sur quel marché j'opère, pour savoir qui va m'attaquer. Et donc analyser la menace qui pèse sur l'entreprise. Ça c'est clé, comme je disais tout à l'heure, pour régler le curseur d'intervention. Et puis la deuxième, finalement le deuxième axe, qui est faisable dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, c'est faire cet exercice de gestion de crise où vous surprenez vos interlocuteurs pour finalement les faire réaliser de leur rôle le jour où il y aura potentiellement un incident. Alors simplement, en guise d'ouverture, vous savez que c'est une web TV collaborative et là vous avez mis le doigt dans un engrenage, Jérôme, irréversible. Nos internautes réagissent et coproduisent les sujets, toujours en forme de synthèse. Si je vous laissais la main et si vous étiez le rédac chef, le temps de suggérer en tout cas un sujet qui puisse se transformer en table ronde avec d'autres internautes, de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on reparle ensemble dans quelques temps? D'accord, vous voulez un prochain sujet d'échange? Oui, un sujet, voilà. Dieu sait qu'il y en a beaucoup parce que, on le voit, l'actualité est riche. Vous avez même le droit d'en suggérer plusieurs. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sujet de fond qui est justement cette surveillance du système d'information. Comment est-ce que ça va se passer? C'est un sujet qui évolue énormément. Des nouveaux acteurs arrivent sur le marché, des acteurs historiques sont présents, les évolutions réglementaires, en particulier la loi de programmation militaire, amènent un certain nombre de choses. Donc pour moi, 2014, ce sera vraiment l'année de la surveillance du système d'information et de tous les acteurs et les outils qui vont tourner autour de ces sujets-là. Donc je pense que ça pourrait être effectivement un des sujets qui pourrait être débattu dans une table ronde collaborative. Idéalement, qui est-ce que vous aimeriez inviter pour en débattre? Quel type de profil? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a forcément un rôle déjà des clients finaux qui, eux, vont devoir surveiller leur système d'information, donc des responsables sécurité dans les entreprises ou même des responsables du système d'information, des DSI par exemple. Bien entendu, derrière, on sait que ces services-là s'appuient à la fois, cette notion-là s'appuie à la fois sur des produits. On pourrait avoir, pourquoi pas, des personnes en charge des éditeurs de ces produits-là, mais aussi il y a beaucoup des services. Et ce marché du service, aujourd'hui, il bouillonne autour du sujet. Donc ça pourrait être un troisième acteur. Et le quatrième qui pourrait compléter la table ronde, ce serait un acteur aussi de l'écosystème réglementaire, pourquoi pas de la NSSI ou d'autres entités qui, elles, justement poussent à ce que cette surveillance du système d'information soit mise en place. Voilà, qui je mettrais à cette table ronde dans laquelle je pourrais intervenir également parce que nous, c'est un sujet qu'on creuse pas mal. L'auteur du sujet sera invité, ça me semble élémentaire. En tout cas, chers amis internautes, n'hésitez pas à challenger Jérôme Billy-Wise, ce fera un plaisir d'interagir avec vous. J'ai oublié de le dire en intro, d'ailleurs, vous êtes déjà venu sur des plateaux Tech Talk et on sait bien que vous vous prêtez au jeu du débat. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait au moins 6 ou 7 personnes autour de la table. Donc voilà, il faut évidemment faire surgir collectivement les bonnes idées, les retours d'expérience. N'hésitez pas à participer, cette Web TV, c'est la vôtre. On vous la donne. À bientôt.